Alors, donc on va parler des tumeurs desmoïdes. Donc, ce sont des tumeurs donc, qui affectent majoritairement les sujets jeunes, mais il faut faire attention, il y en a aussi chez les sujets âgés. Hein, la médiane d'âge, c'est environ 35 ans. Alors, c'est une prolifération qui est monoclonale avec des cellules fusiformes. La particularité, c'est que quand on fait une coupe macroscopique comme ce que vous voyez en bas, c'est des tumeurs qui sont très spiculées. Et donc, on comprend volontiers qu'à l'époque où la chirurgie était un standard, pour avoir des marges saines, il fallait passer beaucoup plus loin que ce qu'on fait pour un sarcome, en tout cas pour les sarcomes bien limités. Et donc, ça faisait des chirurgies qui étaient mutilantes. Alors, ça ne métastase pas, mais il y a toujours des lésions qui peuvent être multifocales, en particulier sur des traumatismes. Là, à droite en bas, vous voyez une jeune fille que je suis depuis longue date pour une desmoïde de la cuisse. Je lui avais bien dit de ne pas faire des chirurgies non nécessaires. Elle s'est fait un piercing de l'oreille et elle a une desmoïde de part et d'autre de l'oreille. Et ça a été confirmé par une histologie. Alors, c'est des tumeurs qui ne se dédifférencient pas, contrairement aux rechutes de sarcome, et il n'y a pas de gradigne. Or, on va le voir tout à l'heure, on sait très bien qu'il y a des desmoïdes qui ont une évolutivité de tumeurs agressives, alors qu'il y a des desmoïdes qui sont indolentes. Donc, en fait, malgré une microscopie identique, il y a des évolutions qui sont très, très différentes. Donc, il n'y a pas de gradigne, et on aimerait bien en avoir un pourtant. Et donc une macroscopie infiltrante qui imposait des chirurgies qui étaient mutilantes à l'époque où on les faisait. Alors, au niveau des membres, c'est des tumeurs qui n'entraînent pas de mortalité. Par contre, évidemment, dans les localisations mésentériques, souvent associées aux polyposes, c'est des desmoïdes qui peuvent entraîner le décès des patients. Alors, comme pour les autres tumeurs mésenchymateuses des tissus mous, le standard de prise en charge après une imagerie adaptée, c'est une biopsie, hein, une biopsie percutanée avec des carottes de taille suffisante pour les anapathes et donc des aiguilles suffisamment importantes. Donc là, vous voyez, la caractéristique, c'est que dans la majorité des cas, il y a une mutation somatique de bêta-caténine ou d'APC. Et d'ailleurs, plus la technique s'améliore, plus la proportion de patients qui ont une mutation somatique de bêta-caténine ou d'APC augmente. C'est-à-dire qu'avec une technique sans gère, finalement, il y a 85% des patients qui ont une mutation, alors que quand on prend des techniques qui sont plus évoluées, cette proportion augmente et il est possible que les 5% qui restent, c'est par un défaut de la technique. Alors, pour les facteurs, je dirais les causes potentielles, il y a évidemment les traumatismes qu'on retrouve extrêmement fréquemment. Il y a la grossesse, et là c'est une étude qui a été faite sur la série Altitude du groupe Sarcome français. Et donc en fait, la grossesse, vous le voyez en multivarié, augmente le risque de progression de ces desmoïdes, alors que par contre, les traitements hormonaux ne majore pas le risque de progression de ces desmoïdes. Et donc c'est intéressant parce que jusqu'à cette étude, on avait tendance à arrêter la pilule chez des patientes chez qui on venait de diagnostiquer une desmoïde, alors que maintenant on ne la supprime plus. Alors après, si vraiment on a un doute, parce que c'est toujours pareil, c'est des études, c'est toujours difficile, on peut éventuellement faire la supprimer puis la réintroduire. Moi de temps en temps, si j'ai un doute, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je dis à la patiente, arrêtez là, et puis une fois qu'on sera en maladie stable, on la reprend et on voit ce qui se passe. Voilà, donc en fait, par contre, la grossesse, c'est sûr que c'est un facteur de risque de progression. Alors, en fait, le gros problème, comme pour les autres sarcomes, c'est le risque d'erreur de diagnostic à l'anapathe, parce que c'est des cellules fusiformes, et donc il y a des problèmes de diagnostic. Moi, j'ai vu un problème de diagnostic avec un synoviosarcome, par exemple, et donc il faut faire attention aux erreurs de diagnostic, et normalement, s'il n'y a pas eu de biologie moléculaire de fait qui montre la mutation de bêta-caténine, il faut refaire l'anapathe, hein, ça. Et en particulier les desmoïdes qui progressent. Alors je peux vous dire que très souvent, moi, on m'appelle pour des desmoïdes qui progressent.
s'il n'y a pas eu la biologie moléculaire, je fais relire les lames et une fois sur deux, c'est une erreur de diagnostic. C'est synoviosarcome, fibrosarcome, enfin tout y passe. Mais attention, les desmoïdes qui progressent, faites attention à l'anapathe. Alors là, je vous avais déjà montré cet exemple, mais il est caricatural, d'une patiente qui avait une tumeur rétropéritonéale dont la biopsie faite en CHU était une tumeur desmoïde. Comme ça progressait, elle a eu tous les avis par mail sur les traitements médicaux, donc tout y est passé, la navelbine, le méthotrexate, les anthracyclines, le Votrian, jusqu'à ce que je la voie à la demande de l'association de patients SOS desmoïdes. En l'occurrence, on voit très bien qu'il y a de la graisse sur la lésion initiale. Là, à gauche, vous voyez, il y a de la graisse autour du rein. Je l'ai fait rebiopsier. C'était un liposarcome dédifférencié. Et donc, là, j'insiste parce que vous en verrez forcément des desmoïdes qui progressent. Attention, faites attention à l'anapathe. Est-ce que la biologie moléculaire a été faite? Oui, non. Est-ce que bêta-4 ou APC était muté? Et si ça ne l'est pas, attention. Hein. Moi, j'ai un autre cas d'une patiente qui avait entre guillemets, une desmoïde de la main, lue dans un centre expert par un anapathe très expert. Et elle avait eu tous les traitements, la cryo, enfin tout y était passé. On a refait la biopsie à Curie. Ils ont fait du NGS, enfin des tas de techniques et en l'occurrence, c'était un synoviosarcome avec le transcrit typique. Donc même une desmoïde non mutée qui pousse, attention. Hein. Ça, vraiment, on récupère quand même un certain nombre de patients qui finalement ne sont pas des desmoïdes. Et dans les progressions de desmoïdes, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui ne sont pas des desmoïdes. Alors, les indications de chirurgie ont beaucoup changé entre les années 2005 et 2015. Jusqu'en 2005, on va dire que la chirurgie était le standard quand la lésion était résécable. Et puis, progressivement, on s'est aperçu que finalement, les marges, contrairement au sarcome, n'impactaient pas tellement l'évolution des desmoïdes. Et puis surtout, en fait, on s'est aperçu que les desmoïdes qui rechutaient et qui relevaient théoriquement d'une amputation, en fait, comme il n'y avait pas eu d'urgence à amputer le malade, finalement, le patient il disait vous m'amputerez quand on n'aura pas le choix. Et en fait, on s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, la desmoïde régressait. Là, c'est un exemple de desmoïde de la paroi abdominale, vous voyez, où la lésion, finalement, qui était surveillée, régresse toute seule sans rien faire. La première étude, et quelque part, on peut être fier en France, parce que c'est la première étude que j'avais présentée au Congrès mondial sarcome qui s'appelle le CITOS, où avec mon collègue Axel De Seine, on avait décidé de surveiller des desmoïdes primitives résécables. Donc, ce n'est pas les non résécables. On s'est dit, comme les non résécables régressent, autant faire pareil d'emblée. C'est la première étude qui montre que finalement, l'event-free survival est la même entre R0 et patients surveillés. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y en a la moitié, en gros, qui ne progressent pas. Et que c'est la même chose qu'ils soient opérés R0. Quand j'avais présenté ça au CITOS, je me suis pris des tomates dans la figure. Hein. Ça, c'était donc 2007, publié en 2008. Les gens m'ont dit, vous ne savez pas les opérer, c'est pour ça que vous ne les opérez pas. Donc vraiment, ça a été extrêmement violent. Voilà. Et ensuite, finalement, la deuxième étude publiée, c'est celle bicentrique qu'on avait faite avec les Italiens, donc l'équipe d'Alessandro Gronchi et Marco Fior. Et sur beaucoup plus de patients, on a montré qu'effectivement, on confirmait sur une série plus importante qu'il y avait la moitié qui ne progressait pas. Le groupe sarcome. Ensuite, on a fait la même chose par localisation. Et donc là, vous voyez, finalement, les patients qui avaient des localisations abdominales, et bien là aussi, il y en a en gros 40% qui progressent, mais il n'y en a que 20% qui étaient opérés. Et ensuite, au niveau du groupe sarcome français, qui a été le premier groupe au monde à faire vraiment de manière nationale, à avoir cette stratégie de wait and see, en fait, on a montré au niveau de l'ensemble de la base du groupe sarcome français que les patients qui avaient une attitude de surveillance avaient un risque d'évolutivité qui était le même que si finalement ils étaient opérés. Donc ça veut dire qu'à l'époque où tous les patients étaient opérés, il y en avait la moitié qui étaient opérés alors qu'ils auraient pu avoir une maladie indolente. Et finalement, ce qui a enfoncé le clou de manière définitive, c'est l'étude randomisée qui a été faite par les Américains, qui comparait, c'était une étude en double aveugle, donc c'était
pas tout à fait des tumeurs primitives, c'était des rechutes ou des maladies évolutives, donc un mauvais groupe de patients. Et les patients, c'était une étude en double aveugle, sorafenib versus un comprimé où il y avait de la flotte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les patients qui, là, voyez le graphique, c'est les patients qui recevaient le placebo. Et donc, vous voyez que, en fait, les patients qui recevaient le placebo, il y en a les 3/4 qui ont régressé tout seuls, et là-dedans, il y en a 20% qui ont une diminution significative. Et donc, en fait, les Américains ont été défiés, parce qu'en Europe, finalement, les gens ont été très vite convaincus du wait and see. Après France, Italie, après les Anglais s'y sont mis. Enfin, finalement, en Europe, très rapidement, dès 2012, dans les guidelines, le wait and see était la stratégie upfront. Mais par contre, aux États-Unis, c'est pour ça que j'avais mis jusqu'en 2015, aux États-Unis, c'est 2014 où on est 6 ans après la présentation du CITOS. Il aura fallu 6 ans pour les convaincre de faire du wait and see en upfront. Donc vraiment, on aura été, pour cette stratégie, vraiment les pionniers pour éviter des chirurgies qui sont toujours mutilantes. Quand on avait fait l'étude à l'IGR, là, la taille moyenne, c'était 7 cm, des tumeurs spiculées. Si vous voulez avoir des marges saines, ce qui était à l'époque le standard, vous rajoutez 2-3 cm de part et d'autre, ça vous fait un gros trou. Donc, sur une paroi abdominale d'une femme de 30 ans, ça fait une très grosse perte de substance, mise en place d'une plaque. Pour des grossesses ultérieures, c'est un vrai préjudice. Tout ça pour des lésions qui, pour plus de la moitié, régressent toutes seules. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est particulièrement important d'avoir changé cette stratégie de prise en charge initiale. Alors, les pédiatres, ensuite, ont montré que finalement, le risque d'évolutivité était le même avec ou sans traitement. Et donc, maintenant, les pédiatres, eux aussi, commencent par une stratégie de surveillance initiale au moment du diagnostic. Voilà. Et tout le problème, c'est que finalement, quand on voit le patient au début, finalement, on peut être au moment de la poussée évolutive, pour une raison qu'on ne connaît pas d'ailleurs, pourquoi il y a cette poussée évolutive, le traumatisme probablement, mais enfin, il n'y a pas que ça doit survenir sur un terrain entre guillemets prédestiné. Le problème, c'est de savoir lesquels vont être évolutifs, lesquels vont être indolents. Et donc, finalement, il faut bien dire que en dehors de la clinique, le reste, on va le voir, finalement, il n'y a pas de choses très reproductibles, en tout cas. Donc, évidemment, les tumeurs qui sont plus importantes, qui ont une taille importante, sont plus à risque d'évolutivité. C'est normal, si la tumeur elle arrive déjà à 10 cm, elle a plus de risque d'évoluer qu'une qu'on diagnostique à 1 cm et qui éventuellement va grossir jusqu'à 2 et se stabiliser. Donc, il y a la taille, il y a la localisation, les localisations pariétales abdominales étant celles qui ont le meilleur pronostic. Et puis, alors, il y a le problème de la mutation. Alors là, je vous ai montré la série qui comprenait des malades de l'IGR de Milan et du MD Anderson, où effectivement les mutations 45F ont un plus mauvais pronostic. Mais en fait, la série de Altitude qui vient d'être publiée, en fait, ne retrouve pas il y a près de 800 patients, ne retrouve pas l'impact des mutations. Donc probablement, c'est pas évident que la mutation soit, en tout cas les données sont discordantes, il n'est pas évident que la mutation puisse impacter l'évolutivité. Donc en fait, dès 2012, ça c'était les abstracts enfin pas les abstracts, les recos de l'ASCO. Donc dès 2012, on avait proposé une stratégie qui correspondait à faire du wait and see pour les tumeurs qui n'étaient pas très rapidement évolutives, c'est-à-dire le patient qu'on voit en consultation qui dit « j'ai la tumeur, chaque jour je la vois grossir ». Là, il faut quand même donner un traitement, c'est évident. Mais par contre, on avait proposé très rapidement de commencer par une surveillance IRM, en particulier pour les membres et pour les parois. C'est bien évident que c'est au début qu'il faut surveiller le plus près les malades. Et donc, en général, ce qu'on recommande, et dans les guidelines que je vous ai envoyés, là, les recos de l'EJC 2020, en fait, on fait la première IRM à 1 mois. Si c'est stable, après, on fait celle d'après à 3 mois après. Si c'est stable, on passe à une surveillance semestrielle. Alors, par contre, si ça grossit, je dirais l'attitude, la stratégie va dépendre de la taille initiale. Si vous partez d'une tumeur d'1 centimètre au niveau de la paroi abdominale,
vous pourrez attendre facilement 2-3 contrôles où ça grossit pour se décider à traiter médicalement. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, les traitements médicaux des tumeurs desmoïdes, en gros, c'est des chimiothérapies. Et donc, il faut mettre dans la balance une tumeur desmoïde de la paroi abdominale qui, même à 7-8 cm, est peu symptomatique le plus souvent, ou qui éventuellement requiert un traitement purement antalgique, versus une chimiothérapie. Il faut vraiment mettre dans la balance les deux. Et donc là, c'est le dernier algorithme. Donc maintenant, c'est un consensus qui est mondial. Ah ben, voilà Sarah. C'est un consensus qui est mondial. Donc là, il y a Japon, Europe et États-Unis. Donc tout le monde s'est mis d'accord. C'est la publication de JC 2020 qui sert de référentiel maintenant. Elle va être mise à jour cette année. Et donc, comme vous pouvez le voir, la chirurgie a disparu de la frontline approche. C'est-à-dire que le standard maintenant, c'est on diagnostique la tumeur desmoïde, on surveille le patient. En gros, on a une chance sur 2 que la maladie soit stable ou régresse spontanément, et il y a un malade sur 2 qui va progresser, mais éventuellement, au premier contrôle, ça progresse, mais celui d'après, ça se stabilise, parce que finalement, on ne sait pas à quel niveau de la pente on est entre la progression initiale puis la stabilisation. Et vous voyez que la chirurgie s'est énormément décalée. Elle a quasiment disparu de tête et cou et intrathoracique, et elle reste en gros essentiellement au niveau des parois abdominales, parce que finalement, même si faire une pariétectomie abdominale, ça reste une chirurgie mutilante pour une femme jeune, ça reste quand même... moi, j'ai des tas de patientes qui ont eu des plaques sur des pariétectomies abdominales, elles ont eu des grossesses quand même après. Donc, je dirais c'est pas une chirurgie, c'est mutilant, mais c'est pas non plus dramatique. Alors que délocalisation rétropéritonéale, on est tout de suite dans des chirurgies mutilantes, souvent incomplètes, parce que c'est souvent des racines de mésentère. Et donc, sur une chirurgie R2, on va entraîner une poussée évolutive du reliquat. Donc, la chirurgie a quasiment disparu. En tout cas, je pense qu'en 2023, là, elle va définitivement disparaître, en particulier pour les localisations intra-abdominales. Il faut vraiment sélectionner. Oui. Si, j'en parlais après. Ouais, la cryothérapie, je vais en parler après. Elle est investigationnelle. Alors, ceci étant, on a tendance, il n'y aura pas d'essais randomisés, il n'y a que des essais de phase 2, en particulier Cryo-Desmo. C'était Jean-Emmanuel qui devait en parler. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a que des phases 2, mais après, par extension, comme il n'y aura jamais de phase 3, on a tendance, en particulier pour des localisations accessibles, à proposer, à intercaler de la cryothérapie avant des chimiothérapies ou des chirurgies. Donc là, par exemple, la cryothérapie, là, vous voyez, c'est EJC 2020, la cryothérapie n'apparaît pas, par exemple, sur paroi abdominale. Je pense que quand on fera la mise à jour en 2023, la cryothérapie apparaîtra avant de s'engager dans des traitements médicaux lourds ou des chirurgies. Alors, l'avantage d'un traitement médical, c'est que, en dehors des effets à long terme, on a bien conscience qu'il y a des effets à long terme, des anthracyclines, etc. Mais globalement, quand on l'arrête, on va dire qu'on a une toxicité immédiate qui s'arrête. Enfin, je veux dire, si c'est bien géré, il y a peu de complications à long terme. Alors que le problème de la chirurgie, c'est qu'une fois qu'elle est faite, elle est faite. Pareil pour la radiothérapie. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à repousser en bas du diagramme la chirurgie. Alors, finalement, qui va être opéré immédiatement? Essentiellement, les complications à type d'occlusion, de perforation, d'ischémie, c'est-à-dire c'est majoritairement les desmoïdes mésentériques qui, quand elles sont grosses, parfois elles compriment les vaisseaux du mésentère et il y a des ischémies compliquées de perforation. Alors après, là où on s'est mis d'accord, c'est que finalement, si on opère une complication et que le diagnostic, que la complication est révélatrice, il ne faut pas forcément partir dans des exéreses très mutilantes. Il faut traiter la complication et puis faire une biopsie de manière à avoir le diagnostic, mais pas forcément enlever les 3/4 du grêle. Donc, dans les recommandations pour les traitements chirurgicaux des complications des desmoïdes mésentériques, là aussi, on a diminué les indications d'exérèse. Et puis,
Voilà, donc traitement de la complication sans forcément de faire une résection mutilante. Et donc, s'il y a une perforation, ben, on envisagera une résection suture du bout de grêle, une stomie, enfin, mais pas forcément enlever les 3/4 du grêle. Et puis les complications cosmétiques, il y a quand même des patients qu'on ne peut pas laisser avec des lésions qui sont extrêmement préjudiciables. Là, c'est une patiente qui de toute façon progressait sous traitement médical et pour lequel on avait été obligé de faire une exérèse avec une couverture par 2 lambeaux. Alors après, opérer d'emblée, ce qui est plus questionnable, c'est les patients pour lesquels il n'y a pas de diagnostic ou un doute diagnostic, les problèmes de taille et de risques vitaux. Alors, les patients qui n'ont pas de diagnostic, il faut bien dire qu'il y en a de moins en moins, mais il n'empêche que les tumeurs qui sont mésentériques et de petite taille, elles ne sont pas forcément biopsiables, ni par voie percutanée, ni par voie endoscopique. Et en dehors d'un contexte qui suggère que ça puisse être une desmoïde, par exemple un malade qui est suivi pour une polypose, qui a une masse mésentérique, qui n'a pas des marqueurs de carcinome qui montent au plafond, c'est très vraisemblablement une tumeur desmoïde. Et donc, dans les dernières recos françaises des tumeurs abdominales, des desmoïdes abdominales, on a mis que ces patients-là, on pouvait éventuellement ne pas partir sur une laparo qui va entraîner une poussée évolutive parce qu'il y a des facteurs de cicatrisation. Voilà. Mais après, les desmoïdes sporadiques, là, vous voyez, c'était un exemple de desmoïde sporadique qui n'était pas biopsiable. Peut-être que maintenant, avec des techniques de compression, peut-être qu'elle serait biopsiée, celle-là. Mais en tout cas, en 2007, elle n'avait pas été biopsiée. Et donc, voilà, c'est des quelques cas, mais il y en a de moins en moins. Les problèmes de taille, alors en fait, vraiment, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Là, même si dans les études rétrospectives, la taille est un facteur pronostic d'évolutivité, il y a quand même des tumeurs qui sont de taille importante et qui régressent spontanément. Là, vous voyez, c'est une patiente dont la desmoïde était importante. Ça a été relu par le French Sarcoma Group. C'était bien une desmoïde et la tumeur a régressé toute seule. C'est l'une des premières patientes qui ont été mises dans une stratégie de wait-and-see. Et voilà. Le risque vital en cas de progression, c'est pareil. Ce n'est pas forcément une indication à traiter d'emblée, en particulier de manière chirurgicale. Là, c'est un collègue chirurgien qui avait cette tumeur la biopsie a montré que c'était une tumeur desmoïde. Et donc là, il était peu symptomatique. Finalement, c'était la palpation d'une masse abdominale. Et donc là, ça sera une discussion à avoir avec le patient. Le patient, il est cortiqué, il était peu symptomatique. On peut se permettre de surveiller de manière très rapprochée pour ne pas risquer la complication chirurgicale. Après, il y a des patients qui vont être plus difficiles à suivre et pour lesquels on anticipera un petit peu plus, on placera de manière un petit peu plus tôt le traitement médical. Là, en l'occurrence, ce patient-là, on avait proposé un wait-and-see et on est passé de 17 cm à 5 cm en finalement 2-3 ans. Et donc, finalement, il a jamais été traité, ce patient-là. Donc, c'est pareil, le fait qu'il y ait un risque vital en cas de progression, ce n'est pas forcément une indication ni à opérer d'emblée, ni à traiter d'emblée. C'est vraiment, ça va dépendre aussi un petit peu du contexte. Est-ce que le patient sera facile à suivre ou non? Et donc, ça, voilà, c'était l'article dont je vous parlais, là, qui sont les recos françaises pour les tumeurs abdominales. Et donc, c'est écrit en tout petit, je vous l'enverrai éventuellement. Mais là, c'est le panneau de droite, c'est-à-dire que même si c'est une tumeur qui peut entraîner une complication vitale si elle grossit, dans un contexte de patient qu'on peut suivre facilement, on commencera par une surveillance active et un traitement uniquement en cas de progression. Et puis alors, ceux pour lesquels vraiment il n'y a pas d'indication à donner un traitement spécifique, qu'il soit chirurgical ou médical, ça va être la douleur. La douleur, elle relève d'un traitement antalgique. La chirurgie n'est pas un traitement antalgique. Le patient qui est référé pour chirurgie, c'est pareil, ce n'est pas parce qu'on vous l'envoie pour être opéré qu'il faut le faire. Les récidives, la grossesse, le postpartum, les FAP, et donc on va voir ça. Donc le patient référé pour chirurgie avec une douleur
modérée. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est l'un des premiers patients qui avait une desmoïde du grand fessier. Vous voyez qu'il y avait eu une biopsie chirurgicale d'ailleurs. Et en fait, c'est une patiente qui était douloureuse, qui a eu un traitement médical. Et quelques années après, il restait qu'une cicatrice fibreuse dans le grand fessier. Alors que c'est toujours pareil, traiter chirurgicalement ça aurait été l'ablation de tout le grand fessier. Là. Donc ça aurait été particulièrement mutilant. La rechute, pareil, la rechute n'est pas forcément une indication à commencer un traitement d'emblée, quel qu'il soit. Et là, dans l'étude bicentrique qu'on avait fait avec les Italiens, vous voyez que les patients qui ont une rechute, c'est le panel de droite, et ben c'est pareil, il y a une PFS qui est la même, qu'ils soient opérés ou pas opérés. Alors, un petit point pour les patients qui ont été opérés de manière inadaptée, parce que parfois vous avez des patients, il y a une boule, ils sont opérés sans biopsie, sans imagerie, et du coup la chirurgie qui apporte des facteurs de cicatrisation qui sont des facteurs de croissance tumorale, parfois en post-op, schlac, il y a une sorte de poussée évolutive, et en fait, ce n'est pas forcément une indication à traiter parce que vous apercevez qu'au fur et à mesure que vous vous éloignez du geste opératoire, finalement, la tumeur se stabilise et régresse. Et donc, ça peut valoir la peine, si le patient est suffisamment cortiqué pour comprendre la stratégie, de finalement dire on vous surveille, et puis si ça régresse, comme ça, vous évitez un traitement qui n'est quand même pas anodin. Et puis si ça progresse, dans ce cas-là, on s'orientera en première intention, le plus souvent plutôt vers un traitement médical. Mais c'est vrai que les chirurgies inadaptées et parfois incomplètes, très souvent, on a des flambées, des poussées évolutives en post-op. Hein. Et parfois, en fait, le seul rôle qu'on a, c'est de dire arrêtez de les opérer. Parce que parfois, alors moins maintenant, mais il y a eu une époque, on voyait des patients qui étaient opérés 2 fois de suite pour une desmoïde qui rechutait aussi sec après la chirurgie. Et donc notre rôle, c'était surtout de dire arrêtez de les opérer, ça ira mieux. Alors la grossesse, c'est pareil, ce n'est pas une indication à traiter. Alors d'abord, ce n'est pas une indication à faire une interruption de grossesse. Je le dis, mais il y a eu une époque, si vous voulez, il y a eu des femmes qui avaient des interruptions de grossesse pour des pathologies comme ça. Maintenant, ça paraît complètement fou, mais je peux vous dire qu'il y a 30 ans, c'était le cas. Donc, alors, ce qu'on sait, c'est que pendant la grossesse, donc il y a eu, donc là, vous voyez, c'est une grossesse, la tumeur a pris 50%, et ce qui se passe, c'est qu'après l'accouchement, elle régresse. Et en fait, il y a une étude multicentrique, c'est la seule, hein, sur l'impact de la grossesse. Non, pardon, il y en a 2 maintenant. Sur l'impact de la grossesse. Quand la tumeur est en place, c'est le groupe C. En fait, on sait que la desmoïde va grossir le plus souvent. Parce que non pas par les facteurs hormonaux, mais par les facteurs de croissance. Quand vous passez de 2 cellules à un bébé, il y a des facteurs de croissance. Et donc, ces facteurs de croissance, probablement, sont responsables de la progression pendant la grossesse. Et donc, mais par contre, et c'est l'intérêt de cette étude qui est rétrospective, c'est qu'au décours de l'accouchement, et c'est les images que je vous ai montrées avant, le plus souvent, au fur et à mesure qu'on s'écarte, que probablement les facteurs de croissance se clearance, et bien finalement la tumeur régresse. Donc là aussi, finalement, la grossesse, quand on voit ces jeunes patientes, parce que en particulier les desmoïdes à paroi abdo, elles ont 30 ans, finalement, on les prévient, on leur dit écoutez, attendez 1 an qu'on vous ait classifié un petit peu, qu'on sache dans quel groupe vous êtes, indolente ou progressive, parce que si elles sont progressives, il faudra les traiter. Et puis, si vous êtes si vous avez une tumeur indolente, vous pouvez avoir une grossesse. Donc, la grossesse n'est plus contre-indiquée chez les patientes qui ont une tumeur desmoïde. Vous pouvez avoir une grossesse. Ça risque de pousser pendant la grossesse et donc vous serez surveillé par échographie. Mais au décours de la grossesse, ça va rediminuer. Donc, en fait, maintenant, on ne déconseille plus la grossesse, sauf dans les localisations où une progression pourrait entraîner un problème vital, et en particulier les desmoïdes mésentériques des polyposes. Mais en dehors de celle-là où il y a un vrai problème, j'ai été confrontée encore il n'y a pas longtemps à une patiente qui a une desmoïde qui était très évolutive, qui a reçu un traitement médical, qui est stable maintenant, et donc elle voudrait une grossesse, on est obligé de dire que ça peut, qu'on la déconseille quand même. Mais dans toutes les desmoïdes périphériques, on ne déconseille plus la grossesse maintenant. Alors depuis cette étude-là, qui était une étude rétrospective, il y a l'étude altitude, qui confirme aussi que la grossesse, je vous l'ai montré au tout début, que la grossesse, le plus souvent, entraîne une progression de la tumeur.
Donc là, c'est un exemple d'une desmoïde survenant sur une cicatrice d'épisio. Et donc, la lésion avait fortement grossi après l'épisiotomie. Et donc, alors à l'époque, on avait donné un traitement anti-hormonal. Très clairement, maintenant, on ne le donnerait plus. Hein. C'est-à-dire que les traitements anti-hormonaux dans les recos EJC 2020 ont été supprimés. Hein, puisque, voilà, donc là, maintenant, il est fort probable que la patiente n'aurait pas de traitement spécifique. Et vous voyez qu'en 2 ans, la lésion a régressé et s'est fibrosée. Et il est probable qu'elle aurait évolué comme ça sans traitement. Et donc, les études qui ont... donc, la polypose, pareil, pas une indication à opérer les patients. Et donc, là, les données, comme on dit, s'accumulent. Là, je vous ai donné une étude qui est des Pays-Bas, mais il y a une étude canadienne qui vient de sortir. L'event-free survival des patients opérés ou pas opérés est exactement la même. Donc, l'ensemble des données confirme qu'il ne faut pas opérer d'emblée ces patients. Alors, qui doit être opéré après progression? Très certainement les tumeurs de la paroi abdominale, et encore pas d'emblée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une tumeur de la paroi abdominale, on intercalera des traitements qui ne sont pas mutilants de manière définitive, donc la cryothérapie et éventuellement un traitement médical. Alors après, il y a des patients qui ont une desmoïde évolutive de la paroi abdominale, on arrive à 15, 16, 17 cm, qui refusent la chimiothérapie, et celles-là, on est bien obligé on les opère parce que ce n'est pas non plus une chirurgie extrêmement mutilante. Les parois thoraciques, c'est pareil. Si elles sont latérales, ça se discute. Les membres, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de contrainte anatomique, et on discutera éventuellement une perfusion de membres. Et les lésions intra-abdominales, si ça n'entraîne pas une chirurgie mutilante sur le plan des résections intestinales. Alors après, comment on va les opérer? Le problème, c'est que finalement, toutes les études rétrospectives qui évaluaient l'impact des marges, elles ont été faites dans des années où les patients étaient tous opérés et où il y avait des maladies indolentes et évolutives. Et donc, finalement, quand vous mixez des pommes et des poires, vous n'êtes pas étonné que finalement, vous ne retrouviez pas d'impact des marges, puisque vous avez mis des tumeurs indolentes qui, de toute façon, n'auraient pas progressé, même sans être opérées. Si on refaisait cette étude avec des maladies évolutives qu'on a été obligé d'opérer, c'est possible qu'on trouverait un impact des marges. Ce n'est pas sûr. Et donc, globalement, si on est obligé d'opérer une tumeur desmoïde évolutive de la paroi abdominale, il faut évidemment faire une exérèse macroscopiquement complète. On va essayer d'avoir des marges saines. On ne va pas non plus enlever les 3/4 de la paroi abdominale. On tolérera du R1. Donc là, c'est un exemple de desmoïde évolutive de la paroi abdominale. Probablement une patiente qui avait refusé les traitements médicaux. Il y en a quand même qui ne veulent pas de traitement médical. Et donc, la mise en place d'une plaque, voilà. Alors, il y a la perfusion de membres pour les membres. Là, il y a très peu de données. Il y a trois articles qui comprenaient des tumeurs desmoïdes. Globalement, donc, il y a très peu, on va dire qu'il y a très peu de données objectives. Il y a peu de patients. Ce qu'on peut dire, c'est que la perfusion de membres permet de stabiliser des desmoïdes évolutives. Comme il n'y a pas de contrôle avec des patients pour lesquels il y avait une évolutivité et qui n'ont pas eu d'ILP, il n'y a pas d'essai randomisé, c'est difficile de dire est-ce que finalement c'est l'évolution spontanée ou est-ce que c'est la perfusion de membres. Bon, ceci étant, ça reste une indication possible, les desmoïdes périphériques de membres évolutifs pour éviter une chirurgie mutilante. Donc les options médicales, je passe. La radiothérapie pour des desmoïdes évolutifs périphériques. La radiothérapie, il y a une seule étude, c'est l'étude de Keus, qui est une étude de l'ERTC. C'est une étude de phase 2 qui incluait des patients qui avaient des desmoïdes évolutives. Et en gros, il y en a 80% qui ont été stabilisés. Alors après, la radiothérapie, vous avez affaire à des gens jeunes qui ont toute leur vie pour faire un sarcome en territoire irradié, puisque c'est la desmoïde le plus souvent périphérique, vous n'en mourrez pas. Et donc,
on évitera évidemment de proposer une radiothérapie à des sujets jeunes. On essaiera plutôt les alternatives, la perfusion de membres, les traitements médicaux, mais vraiment, on évitera la radiothérapie chez un jeune. Après, il y a des localisations, par exemple, creux axillaires, ou des localisations thoraciques chez des gens d'un certain âge, pour lesquels on se dira, bon, il n'y aura pas un recul qui leur permettra de faire un sarcome en territoire irradié. Donc, on utilisera plus facilement la radiothérapie chez des gens d'un certain âge plutôt que chez des jeunes. Moi, j'en ai vu des sarcomes en territoire irradié sur des radiothérapies de... Et puis là, c'est l'étude Cryodesmo. Cryodesmo a été la première étude contrôlée de cryothérapie. Il y avait des case reports aux États-Unis, des séries rétrospectives, mais Cryodesmo est la première étude contrôlée. Et vous voyez que chez des patients dont les critères d'inclusion dans Cryodesmo, c'était des desmoïdes évolutives, vous voyez à droite, succès, excusez-moi, la plupart des patients ont quand même été stabilisés grâce à la cryothérapie. Donc c'est vraiment un traitement qui progressivement va de plus en plus être anticipé dans les diagrammes là, de stratégie thérapeutique. L'avantage, c'est que c'est pas très morbide. Alors après, il y a des problèmes de technique, parce qu'il y a plusieurs techniques de cryothérapie avec plusieurs aiguilles, une aiguille, et puis il y a le problème du coût des aiguilles qui coûte extrêmement cher, et donc quand c'est pas fait dans le cadre d'un essai, ça pose des problèmes de coût. Donc pour conclure, le diagnostic doit inclure une analyse moléculaire. Méfiez-vous des desmoïdes qui progressent s'il n'y a pas eu d'analyse moléculaire. Toujours faire revoir les lames. La plupart, moi dans mon expérience, la plupart des desmoïdes beaucoup de desmoïdes qui progressent n'en étaient pas. Les traitements agressifs qui prenaient leur rationnel d'études anciennes, il faut les remettre en cause, c'est-à-dire que maintenant, la stratégie actuelle, c'est le wait-and-see pour tous, l'active surveillance, et donc on ne traite que les pathologies évolutives. Voilà. Et qu'en cas de pathologie évolutive, bien évidemment, le traitement, il va dépendre de la taille initiale, de la localisation, de l'âge du patient. On a vu qu'on va éviter la radiothérapie chez des gens jeunes. Et donc tout ça, ça doit être fait évidemment en RCP. Et puis je rajouterai les conseils qu'on donne aux patientes, c'est des patientes jeunes, et donc globalement à l'heure actuelle, on les prévient éviter la grossesse pendant 1 an, de manière à ce qu'on vous mette dans un groupe, et puis après, il n'y a pas de contre-indication à la grossesse, il faut simplement les surveiller, et d'autre part, on ne contre-indique plus la prise de pilules, puisque dans l'étude Altitude, qui est d'ailleurs la seule à avoir étudié ça sur près de 800 patients, il n'y a pas d'impact des oestrogènes et de la progestérone sur la progression tumorale. Donc on ne supprime plus la pilule à ces patients. Donc il y a quand même des conseils à leur donner à ces patientes quand on les voit. Une fois qu'on a le diagnostic, on leur expose un petit peu ce qu'on sait des tumeurs desmoïdes. C'est important pour elles. Voilà.